Consommation, droit, santé, éducation, culture. C'est la première, ligne directe, 11h midi, Géru Chaouaya. Depuis le 13 mai dernier, nombreuses entreprises furent impactées, mettant à mal par effet de domino notre économie tout entière. Même si la solidarité, les circuits très courts et d'autres formes d'économie fleurissent partout à travers le pays, les grandes entreprises ne peuvent pas disparaître au risque que disparaissent avec elles, par ce même effet de domino, nombreux de nos avantages sociaux. Des aides ont été mises en place. Furent-elles suffisantes ? Comment va le monde de l'entreprise aujourd'hui ? Comment les entreprises voient-elles l'avenir ? Est-ce une occasion, avec des grosses guillemets, de faire autrement ? Quel impact sur les Calédoniens ? Toutes ces questions, je les posais à nos 4 invités du jour. Stéphane Yoto, vous êtes le vice-président de la CCI, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Bertrand Courte, vice-président du MEDEF Nouvelle-Calédonie, bonjour. Bonjour. Et en face de vous, Gilles Vernier, le président du FC Que Choisir, qu'on connaît bien. Bonjour Gilles. Bonjour. Et à vos côtés, c'est Philippe Ferracci, vous représentez l'association Pearson, dont on parlera aujourd'hui dans Ligne Directe. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Et vous le savez, cette émission, c'est la vôtre. Vous pouvez nous rejoindre autour de cette table, il reste une place à côté de moi, en appelant tout simplement au 258 ligne directe. Et c'est parti. C'est la première. Ligne directe, 11h midi, Géru Chaouaya. Aujourd'hui, 7 octobre 2024, près de 5 mois après le début de la crise, quel est le bilan, impact direct et indirect ? Et là, je vais me tourner vers vous, messieurs Courte et Yoto. Je vais commencer avec vous, monsieur Courte. Aujourd'hui, quel est le bilan aujourd'hui que l'on peut faire 5 mois après le début de cette crise ? Le bilan aujourd'hui, sans faire trop de catastrophisme, c'est catastrophique en fait. C'est catastrophique. Plus de 800 entreprises ont été directement impactées par les exactions. On a une perte de PIB au moment où l'on se parle de plus de 20%. Ça risque de s'aggraver d'ici la fin de l'année et je ne parle pas encore de 2025. On a plus de la moitié des salariés du privé qui pointent à un dispositif de chômage, quel qu'il soit. Donc c'est très 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 compliqué. On est dans une espèce, ça donne l'impression qu'on est dans une espèce de sable mouvant. On s'enfonce. Doucement parce qu'il y a des dispositifs d'aide qui arrivent pour permettre de servir d'amortisseur. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on continue de s'enfoncer. Justement, on va parler de ces aides qui ont vu le jour un petit peu après le 13 mai. Mais je vais me tourner d'abord vers vous, monsieur Yoto. Vous êtes donc le vice-président de la CCI. Quel bilan vous faites aujourd'hui de la situation depuis le 13 mai ? Je ne vais pas faire de la redite, le même que Bertrand. L'image des sables mouvants est bonne. Les aides qui ont été mises en place dès le début avec l'État étaient de 3 types. Le fonds de solidarité aux entreprises, qui était quelque chose qu'on a bidouillé tous ensemble pour aider très rapidement, surtout les plus petites entreprises. Donc le public visé, c'était les 70% d'entreprises en Nouvelle-Calédonie qui faisaient moins de 100 millions de chiffre d'affaires annuel. On a mis en place des planchers pour que le petit patenté puisse quand même être garanti de toucher un plancher qui est aujourd'hui de 150 000 francs par mois. On a mis en place le chômage partiel exaction, qui est un chômage un petit peu plus généreux que notre régime de chômage total qui ne l'est pas du tout. Et puis on a mis en place pour les plus grosses entités ce qui s'appelle une aide au cas par cas, où là c'est directement avec Bercy que ça se traite, donc pour les entreprises qui font plus de 100 millions. Le grand cri d'alarme qu'il faut pousser à l'instant, c'est que la métropole n'a plus d'argent. Et que les échos qu'on a, c'est que les aides après août, il y en aura peut-être pas. Et là, dans un pays où on a très peu de matelas social, on a parlé du régime chômage total qui n'est pas généreux du tout, où on a très peu d'aides, c'est catastrophique. Donc dès le départ, il y a eu des mises en place d'aides. Et là, on a l'impression que le tapis est en train de se dérober. Donc l'image des sables mouvants, on va s'enfoncer beaucoup plus vite qu'on ne l'a fait. Pour essayer de comprendre, on va essayer de schématiser, de comprendre un peu cette situation, l'impact sur notre économie, pour bien comprendre, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la destruction ou le ralentissement de notre économie par la destruction des grandes entreprises impacte forcément notre économie et en plus par ricochet notre société, comme on le disait, notre société et par exemple pour le chômage? Alors, il y a eu, avec les exactions, il y a plusieurs effets importants et dangereux derrière. Vous avez donc des entreprises qui ont brûlé, perte d'emploi sèche
pour les salariés, perte de la société pour le chef d'entreprise qui, dans beaucoup de cas, c'était un peu l'œuvre de sa vie, et il se retrouve traumatisé de ce qu'il a vécu. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est comment on va faire aujourd'hui pour survivre. Déjà, il faut que les entreprises qui sont encore en vie puissent survivre. Aujourd'hui, suivant les secteurs, les taux d'activité sont très disparates. Ça va de quasiment rien du tout à une activité sur certaines niches, une activité entre guillemets quasi normale. La grande question, c'est comment on va faire pour s'en sortir, comment on va faire pour redonner de la confiance aux chefs d'entreprise. Et là, pour ça, le temps joue contre nous. Que les dispositifs d'aide dont a parlé Stéphane, ça ne va pas durer éternellement, faut en être conscient. Les 6000 forces de l'ordre qui sont présentes, qui sont des consommateurs, ça ne va pas durer éternellement, ça va descendre, ils vont repartir également. Donc comment on fait pour que, au-delà de ça, les chefs d'entreprise aient envie de reconstruire et de continuer leur activité? Oui, je voudrais dire qu'au niveau macro, il faut quand même être honnête. La Calédonie était en faillite avant les exactions. Crise dans la crise. La crise dans la crise. Et quant au mois de mai, 80% de la fiscalité a disparu parce que nous, chefs d'entreprise, ayant vécu la crise Covid, on sait que notre bien le plus précieux, c'est nos salariés et notre trésorerie. Eh ben, on a arrêté de tout payer. Et donc il y a eu un gigantesque grippage du système, mais le système, il était déjà en faillite avant. L'Orium était en faillite, la CLR était en faillite, 20 milliards dus à Enercal, tout le monde connaît la liste. Donc la crise n'est pas arrivée sur un monde qui est tout rose, quoi. Non, le terrain était malheureusement là, et les exactions étaient l'allumette qui a tout enflammé. Est-ce que vous direz qu'aujourd'hui on ne se rend pas encore compte, justement, pour tout ce que vous dites, parce qu'il y a encore les forces de l'ordre qui sont là pour peut-être consommer, parce qu'il y a encore les aides qui sont en cours? Est-ce qu'aujourd'hui on n'en a pas tout à fait conscience parce qu'on est encore un petit peu la tête hors de l'eau, entre guillemets? Est-ce que c'est ça le discours? Vous avez une partie de la population, attention, c'est pas... il y a quand même une partie de la population aujourd'hui qui souffre. Tout le monde ne vit pas comme avant. Faut pas non plus croire que les dispositifs d'aide permettent aux gens de vivre comme avant. Il y a une partie de la population, notamment pour les plus fragiles, déjà avant la crise. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ils ont perdu tout leur commerce de proximité, ils ont perdu leur centre médical de proximité, ils n'avaient plus de bus. Aujourd'hui, si de prendre le bus, il faut payer 500 francs, mais c'est une catastrophe pour ces gens-là. Donc, il y a cette partie de la population qui, aujourd'hui, est véritablement dans la difficulté. Vous avez d'ailleurs des initiatives qui commencent à se multiplier. Je prends notamment la Banque alimentaire, qui est très présente, qui fait la distribution de plateaux repas. Avec Betty Levanquet. Voilà, aux plus fragiles. Mais aujourd'hui, il y a peut-être une partie de la population qui, là encore, avec ces aides, pour l'instant, ça sert d'amortisseur. Mais les départs que l'on voit déjà depuis le mois de mai et ceux qui vont arriver annoncent quand même de temps très difficiles. Si on prend, par exemple, le dispositif de chômage partiel spécial exaction, il s'arrête là, officiellement, le 13 octobre pour les entreprises qui ont commencé le chômage partiel le 13 mai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont mis en place des plans de licenciement économique et de façon très importante. Parce que quand vous mettez un plan de licenciement, il faut plusieurs mois. Donc comme les entreprises n'ont plus de visibilité sur le prolongement de ce dispositif, elles licencient. Et là, je peux vous assurer que les gens vont vite s'apercevoir que la vie va devenir très très compliquée pour beaucoup. Gilles Vernier, vous êtes le président du UFC Que Choisir. Les consommateurs, c'est un peu votre quotidien. Tout ce qui est dit aujourd'hui, ça vous étonne pas? Non, ça m'étonne pas. Je crois qu'il ne faut pas scinder les catégories de consommateurs en deux, enfin de Calédoniens. Ceux qui sont touchés par la crise et ceux qui ne sont pas touchés par la crise. Je crois que tout le monde est touché par la crise. Même ceux qui ont de la chance d'avoir du travail sont quand même inquiets de savoir s'ils en auront toujours dans les mois à venir. Et même ceux qui ont la certitude d'avoir un emploi, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de façon de vivre. Et je crois que ce que j'ai peur, c'est qu'il y a une espèce de fatalisme qui arrive, qu'il n'y ait plus la volonté de se sortir un peu de cette ornière, et qu'au bout d'un moment,
on se dise c'est comme ça, et puis c'est tout, et qu'on vive avec cette espèce de fatalisme, de dire on vit comme... Et c'est grave parce que les forces vives du pays, elles ont besoin de croire à un avenir. La confiance est un facteur clé en économie. Oui, bien tout sûr. à fait. Alors, pour s'auto-rassurer, la Polynésie française s'est retrouvée dans la même situation budgétairement en 2010. Et suite à un régime de cheval prescrit par la métropole, aujourd'hui, Qui ressemblait à quoi, ce régime ? Elle est en excédent budgétaire. D'abord et avant tout, une très grosse coupe de la dépense publique. Une rationalisation de la dépense publique. Enfin, aujourd'hui, on a un éléphant dans la salle qui s'appelle la dépense publique, qui représente 55% du PIB, et qui aujourd'hui n'est plus tenable. Donc, ça a été d'abord et avant tout une réduction massive de la dépense publique, qui ira avec, malheureusement, des concessions sur notre qualité de vie. Concrètement, ça ressemblerait à quoi ? Mais c'est possible. Concrètement, ça ressemblerait à quoi pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent, qui, comme moi, ils sont peut-être un peu moins connaisseurs, entre guillemets, de tous les ouvrages de l'économie. À quoi ça pourrait ressembler de la récession ? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place concrètement ? Aujourd'hui, on a 21 000 fonctionnaires et assimilés. Nous préconisons NCECO dans nos conversations avec le gouvernement sur le plan de relance de viser 14 000 fonctionnaires en 5 ans. Donc c'est rude. Ça veut dire que il va falloir repenser le service public. Ça veut dire que on préconise aussi la désindexation pour les nouvelles embauches dans le secteur public. Il y a donc notre niveau de vie globalement, il va baisser et il va baisser durablement. Je dis pas ça pour faire du catastrophisme. Je pense que le plus vite on a commencé l'émission en disant que c'était catastrophique, donc on peut. Le plus vite on intègre ça, le plus vite on s'en sortira. Mais aujourd'hui, il va falloir se faire mal, tous, collectivement, pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est un effort commun à prendre. Enfin, il faut se mettre en tête que si on veut s'en sortir économiquement de cette situation, il y a un effort commun à faire et que ça va être compliqué, quoi. Alors, plus qu'un effort commun, il faut changer complètement de disque dur. Il faut bien se dire une chose. Il y avait la vie en Calédonie avant le 13 mai. Et il y aura la vie en Calédonie après le 13 mai. Plus rien ne sera comme avant. Il va falloir redéfinir tous les services publics, il va falloir redéfinir l'offre de soins, pas en se disant qu'est-ce qu'on veut. Moi je veux une Rolls-Royce comme système. Non, faire le contraire et après on va chercher les fonds pour payer la Rolls. Il va falloir se dire combien on a et avec ça qu'est-ce qu'on peut financer. Il y a un changement d'approche qui est fondamental. Il y a une réforme de structure du pays énorme à faire, absolument dans tous les domaines. On parle de millefeuille administratif. Nous, on fait partie, quand on a commencé, on faisait partie de 32 commissions. Est-ce que la Calédonie a besoin de 32 commissions ? On est un tout petit pays, mais on a plein mais on est champion pour ça. Donc il va falloir, c'est vrai, faire... La conseillère de Benoît Le Maire qui était venue ici, Madame Claire Durieux, nous avait dit en réunion, vous avez pris le pire de la France et vous l'avez amplifié. C'est violent. C'est irréaliste. On a 3 niveaux administratifs entre les communes, les provinces et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour 270 000 habitants. Les gens de la mission de Bercy étaient effarés. Ils ont découvert qu'on avait 140 impôts et taxes. Ouais. Alors, ils nous ont dit, mais vous avez l'art de vous compliquer la vie. Non seulement de vous compliquer la vie, mais ça coûte très cher. Donc, comme le dit Bertrand, il va falloir repenser tout ça. Il va falloir se simplifier la vie. Il va falloir se simplifier les normes. Il va falloir se simplifier plein de choses parce qu'on n'en a plus les moyens. Et ça met combien de temps à peu près dans l'idée ? Ça devrait mettre combien de temps si on était optimiste et qu'on avait une baguette magique ? Très bonne question. On aimerait bien pouvoir vous dire une date. Moi, à titre personnel, chef d'entreprise, je pense qu'on en a pour 5 à 10 ans. Ouais, ça va prendre plusieurs années. Ça va être long quand même. C'est pas un changement mineur que l'on doit opérer. Puis après, il y a aussi la vie politique à côté qui forcément simplifie. Il y a plusieurs strates de notre société. Ça simplifie pas forcément le rythme des réformes.
Alors, on a vu aussi fleurir de nombreux marchés solidaires, des circuits courts, du troc, de la solidarité en somme. Même si c'est une bonne chose, en quoi ce n'est pas suffisant pour notre économie? Parce qu'on l'entend, ça a remis quand même... Enfin, on a beaucoup de ces discours dans Ligne Directe, des personnes qui témoignent du fait que voilà, il y a eu de la solidarité, que ils sont revenus à des circuits courts, etc. Est-ce que... en quoi ça, c'est pas suffisant justement pour notre économie? Alors, une petite réponse rapide. Souvent, les circuits courts ne sont pas fiscalisés. Donc, il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. C'est pour ça par exemple, avec le MEDEF, on propose que le chèque emploi-service soit généralisé à tous les secteurs d'activité pour que, d'abord parce que c'est simple, parce que la personne est couverte quand elle travaille, et puis accessoirement, c'est fiscalisé. Vous le voyez aujourd'hui, vous demandez à un jardinier s'il veut venir, il vous dit oui, mais vous me payez en cash. Donc, les circuits courts ont des gros avantages, ils permettent à des petits producteurs comme j'entends souvent, de faire rentrer les pièces, mais à l'inverse, ils sont pas fiscalisés. Ça permet aussi à certaines personnes qui sont dans une difficulté de manger. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que ça a fleuri un peu partout. C'est quand même très intéressant, mais c'est vrai que c'est des recettes fiscales qui ne rentrent pas, et c'est important aussi. Philippe Ferracci, vous représentez l'association Pearson. Vous lancez actuellement un dispositif d'aide. Alors, je vais déjà vous laisser présenter cette association. Oui, donc l'association Pearson Innovation for the Planet, c'est une association environnementale à but non lucratif d'intérêt général qui s'est donné pour mission de développer sans innovation au service de l'urgence climatique. On sort d'à peu près 4 ans de recherche et développement. On s'est constitué l'année dernière, milieu d'année dernière. On a été lauréat l'an dernier du budget participatif de la province Sud qui nous ont permis de financer une première partie de nos innovations et sur lesquelles on vient capitaliser aujourd'hui pour animer le dispositif d'aide qu'on a imaginé. C'était pas du tout dans nos missions initialement. On a à partir du 13 mai, dès le 14 mai, on a sorti le premier site internet de cartographie des sites pieds brûlés, qui en l'espace de 2 mois a pris un peu plus de 700 000 visites, qui est un chiffre juste stratosphérique. On s'y attendait pas du tout. On a accompagné un certain nombre d'entreprises pour évaluer l'impact des clients perdus, des fournisseurs perdus et ainsi de suite dès les premières heures. Et on s'est rendu compte que le besoin d'accompagnement était beaucoup plus important. Et dans le cadre de nos missions, donc de développer sans innovation au service de l'urgence climatique, il y a une partie des innovations qu'on développe en interne, donc qui nous sont propres. Et l'objectif derrière, c'est également d'accompagner des porteurs de projets sur des innovations durables à impact. Donc dans le cadre de ce dispositif, on avait prévu début 2026 de lancer un programme d'accompagnement à l'innovation à impact, donc avec tout un format d'accompagnement sur gestion de l'innovation, la démarche à l'export, un certain nombre d'accompagnements. Et au regard de la situation actuelle, on s'est dit, les entreprises en ont besoin, nous le demandent, parce qu'on nous a découvert certaines capacités à produire des systèmes très complexes, très productifs et quasiment automatisés avec de l'intelligence artificielle et un certain nombre de bénéfices pendant la crise. Donc on a décidé de lancer un dispositif d'aide qui s'appelle le dispositif d'aide pro bono, qui se valorise à un petit peu plus de 30 millions de francs. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus de 30 millions. Avec 4 aides. Une aide où sur 10 millions, on vous offre votre site internet ou une présence en ligne qui n'est pas forcément toujours des sites internet dont vous avez besoin. Donc on ira étudier les dossiers au cas par cas. On a également un partenariat avec 2 startups en métropole. Réservite qui fait des systèmes de réservation en ligne pour le secteur du tourisme, qu'on va vraiment essayer de pousser un maximum pour permettre aux opérateurs touristiques de sortir de systèmes type Booking.com à qui vous donnez des marges de 20% et du coup qui font perdre du chiffre d'affaires aux entreprises calédoniennes. On a également un partenariat avec la startup Partout qui vous permettent de vraiment référencer votre activité sur des fiches Google, de la recommandation numérique. Vous êtes entouré, quoi. C'est ça, on est vraiment entouré. On a un deuxième dispositif de 20 millions où là, depuis 4 ans, on développe des logiciels de gestion,
des systèmes d'information RH, des systèmes d'audit informatique, un certain nombre d'outils. Et tout ça, vous les développez parce que vous avez des demandes en face ? Non, parce qu'en fait, on s'est structuré depuis le début. L'objectif de Pearson, c'est de devenir une ONG régionale. Donc, c'était dans une démarche de préparation de notre export, de notre activité. On sera d'ailleurs présent normalement au mois de novembre en Tasmanie pour une conférence internationale sur des systèmes énergétiques via nos projets d'innovation. Donc, on a vraiment une démarche export au niveau régional. Et tous ces systèmes-là, quand on nous les a découverts au moment de la crise, certains de nos partenaires publics ou privés nous ont dit « Vous ignorez cette capacité en termes de systèmes d'information, est-ce que vous pouvez nous les partager ?» Notre démarche, la crise a révélé les talents, quoi. C'est ça. Notre démarche, c'est vraiment de développer des innovations d'un point de vue open source. On les rend accessibles à tout un chacun. Et donc, l'objectif de cette aide, ça va être d'accompagner à la fois des entreprises, des associations, mais également des collectivités. Et aujourd'hui, ce qu'on a à proposer, c'est pas juste 30 millions, mais c'est l'impact qu'auront ces 30 millions. Et on a estimé aujourd'hui, grâce à nos systèmes de gestion, qu'on pourra avoir un impact de plus de 250 millions en termes d'économie de gestion ou de démarche de développement en local ou à l'export pour des structures. Donc pareil, cette démarche d'export, on va l'accompagner. On a été en contact avec l'ICC, l'International Chamber of Commerce, donc d'une démarche export durable. Donc pareil, on a des stratégies sur lesquelles on pourra accompagner dans cette démarche d'innovation. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner un maximum de structures. On a un site pour l'aide qui est dédié. Donc, on invite entreprises, collectivités et associations à en faire la demande. Et dans le cadre de commission, on étudiera les bénéficiaires chez qui on estime qu'il y aura le plus d'impact. Donc, c'est une aide, un autre type d'aide. Qu'est-ce que ça vous... Ce type d'aide... Là, on est avec des entreprises et une association, ça tombe bien. Justement, ce type d'aide, est-ce que ça peut être un peu l'avenir, ou en tout cas une piste pour l'avenir Oui, forcément, de toute façon, notre logique, ça va être de faire mieux avec moins. Donc à partir de là, on est tout à fait dans la cible. Le vice-président de la Chambre de commerce que je suis regarde quand même ça de manière attentive à ce que ça ne soit pas la concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises qui sont déjà prestataires là-dedans. Mais clairement, il faut qu'on travaille en partenariat sur ce type d'initiative, c'est clair. Et ça, c'est que la situation actuelle, est-ce qu'elle justement, elle rebat pas un petit peu les cartes des relations et peut-être des nouvelles idées, entre guillemets Et justement, d'un point de vue gouvernance de cette aide, ça faisait partie de l'objet de notre conférence de presse quand on a vraiment lancé le dispositif devant la presse et les élus et certains représentants du monde économique. C'était de dire, c'est pas parce que c'est l'association qui paye l'addition qu'on doit être les seuls à décider d'un point de vue gouvernance. L'idée, c'est de l'ouvrir, collectivité, chambre consulaire, cluster, pour à la fois être transparent sur qui en est bénéficiaire, de quelles conditions, et justement sur cette question de concurrence déloyale. Qui forcément pose question. Et forcément, d'être ultra transparent sur c'est des structures qui n'auraient pas forcément eu les moyens d'accéder à ces services, qui aujourd'hui par contre sont des structures particulièrement ancrées dans leur milieu, dans leur communauté et ainsi de suite. Et j'attire l'attention dans le cadre de l'aide sur les conditions d'éligibilité. Au-delà de simplement être une aide, on est également une association environnementale. L'un des gros astérix de l'aide, c'est que chaque bénéficiaire devra contractuellement, donc c'est vraiment quelque chose qui sera contractuel dans le cadre de convention, s'engager à baisser son empreinte carbone dans les 5 ans. Aujourd'hui, on essaie de mettre la question environnementale au centre de la reconstruction. C'est vrai que c'est une autre question, c'est un autre point. Et aujourd'hui, on sait que cette aide ne sera pas faite pour tout le monde. Il y a certaines structures qui ne seront pas capables ou qui n'auront tout simplement pas l'envie de s'engager dans cette démarche environnementale. Il y a d'autres dispositifs d'aide qui leur sont dédiés, il y a aucun souci. On jette la pierre sur personne, mais en tout cas pour ces structures... Vous avez quand même un public cible. C'est ça, sur ces structures qui voudraient s'engager, qui au quotidien se battent pour l'environnement et qui en payent le coût également d'un point de vue aussi bien exploitation, marketing. C'est un vrai coût aujourd'hui de s'engager pour l'environnement. On leur propose juste un bonus environnemental. Un coup de pouce, quoi. Voilà. On a une question d'une auditrice. En dehors de la CCI, est-ce qu'on a des économistes, des sociologues et autres professionnels spécialisés qui sont penchés sur les solutions pour l'après et les réformes, etc. Alors, je sais que le gouvernement est en train de demander à la métropole de se faire aider par une équipe pluridisciplinaire. Parce que, bien évidemment, on est sur la petite taille du territoire, on n'est que 250 000, donc si on peut se faire aider par des experts, la demande est en cours, oui.
Là, l'idée, c'est de rassembler un maximum les forces, quoi. Oui, tout à fait. Oui, parce que on est vraiment dans un après, comme le disait Bertrand, et il va falloir repenser notre système. Et très franchement, et très humblement, quand on est en réunion et qu'on essaye de repenser un système et qu'on a 60 ans et déjà les réseaux neuroniques qui sont un peu figés, on a du mal à imaginer demain. Donc c'est sympa pour les gens. J'ai 60 ans, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Donc c'est nécessaire de se faire aider par des experts dans tous ces domaines, bien sûr. Et au-delà, alors c'est pas pour revenir à l'âge, mais plutôt aux évolutions plutôt. Est-ce que justement cette période, elle n'est pas aussi l'occasion, alors je mets des grosses guillemets évidemment, de refaire parce que vous parlez de refondre un petit peu tout à l'heure de notre système, mais est-ce que c'est pas aussi l'occasion de faire différemment un peu ? Est-ce que la question se pose, j'imagine ? C'est le but. De toute façon, il faut faire différemment. Alors on peut parler, si vous voulez, du plan de réforme qui est en cours de travail entre le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les partenaires sociaux, les acteurs économiques, les chambres consulaires et la société civile qui a été interrogée. Et, si j'ai bien compris, il y a eu plus de 3000 réponses de la société civile. Ça montre bien un peu tout l'intérêt que les gens ont à participer et la volonté de changer le système. Donc aujourd'hui, ce plan aujourd'hui est en cours d'élaboration. Le monde économique a des réunions hebdomadaires, voire bi-hebdomadaires avec le gouvernement. Le monde économique ne chôme pas. Non. Jamais. Mais donc on essaie d'être force de proposition et d'apporter, en tout cas au moins, nous, notre vision des choses et ce qu'il faut faire. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas la question. La question, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et forcément, il y a des choses qui vont pas plaire à tout le monde. Dans ces moments-là, de toute façon, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il ne faut pas faire plaisir à tout le monde. Je dirais que là, pour le coup, on est dans une situation précise où ce que la Calédonie prônait et avait essayé de trouver le consensus général. Là, on n'y est plus du tout. Il faut faire les choses. On essaye quoi, de sauver les meubles, en fait ? Non, il ne faut pas sauver les meubles. Non, on n'est pas là pour sauver les meubles. Modèle, on réinvente le modèle pour repartir vers une période de reconstruction et ensuite de développement économique. Surtout pas dire il faut sauver les meubles, sinon on ne s'en sortira pas. Sinon on va tous mourir. Et justement, quel impact ça a ? Parce que là, aujourd'hui, il y a quand même un impact sur les Calédoniens. La situation économique de notre pays a un impact forcément sur la population, sur le panier moyen des Calédoniens. Enfin, toutes ces choses-là, les Calédoniens ont le sentiment que les prix ont augmenté. C'est d'ailleurs pas un sentiment, on en avait déjà parlé. Les prix ont eux aussi augmenté. Et d'ailleurs, on a une question d'un auditeur. Est-ce que si les entreprises baissent leurs marges au moins le temps de la crise, ça ne peut pas aider à baisser les prix pour que les gens consomment local aussi ? Ça, c'est une question peut-être plutôt pour vous deux, messieurs. Oui, on demande toujours évidemment. Tout est possible. Aujourd'hui, dans mon secteur, j'ai presque l'impression de travailler à marge zéro, tellement on a de charges et peu de rentrées. Une fois de plus, il y a un modèle à redéfinir, ça c'est clair. Je crois que au niveau prix, il y a un manque d'information évident. Les gens ont une idée un peu faussée des prix en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que on a un niveau de prix élevé, mais j'en parle assez souvent. Moi, je voudrais qu'on explique comment se constitue un prix en Nouvelle-Calédonie au départ du fabricant jusqu'ici. Et les Calédoniens ne le savent pas. Et je pense que si on expliquait un peu comment se constitue un prix, ils sont pas bêtes. Ils pourraient commencer à comprendre certaines choses. Parce que chez nous, on est interpellés tout le temps. Oui, les industriels, c'est des voleurs. Oui, forcément, il faut un coupable. Voilà. Et parce qu'on regarde comme le relevé de banque en fin de mois, il y a plus ou moins, le prix c'est pareil à la caisse. Il faut expliquer aux gens, je crois que la Calédonie a un manque d'informations énorme, pas rien que dans les prix, dans beaucoup de domaines, ne serait-ce les assurances. Je ne veux pas revenir dessus pour expliquer comment ça marche. Oui, comme d'habitude. Mais voilà, je pense que et ce manque d'information fait que nous on l'entend toute la journée. On va dire que l'anxiété monte. Et les gens arrivent à ne plus avoir une raison gardée quelque part et se font des idées sur beaucoup de choses et ne comprennent pas
certaines décisions parce qu'elles ne sont pas expliquées. Et c'est important. Mais c'est vrai que là, au vu de la situation, et là on est vous parlez de l'anxiété, mais c'est vrai que cette situation, elle est anxiogène. Et puis quand on a faim, quand on a perdu son travail, quand on a des factures à payer, on n'a plus tellement l'envie d'aller regarder. Enfin, il y a ce truc-là aussi. Je vais juste finir. Et on a annoncé que, par exemple, le 13 octobre, le chômage allait s'arrêter. Quand vous interrogez les gens, ils vous disent non, mais de toute façon, c'est pas possible. On va pas pouvoir. C'est pas possible. Pourquoi pas leur dire? Parce que si vous dites rien, ils prennent pas de disposition, les gens. Ils pensent que ça va durer. Et l'inversement, moi, toute la journée, enfin, beaucoup, on nous dit, de toute façon, fin d'année, on paye plus de retraite. Comment on va faire? Mais il faut expliquer comment ça fonctionne une retraite. Mais on n'explique pas. Donc les gens se font des idées, commencent à oui, et puis il suffit qu'il y ait de la mauvaise information, oui, Philippe. Je rebondis sur cette question d'information des prix. On avait contacté du coup l'an dernier l'ICC, donc l'International Chamber of Commerce, sur tout ce qui est gestion des incoterms, toute la question d'import, les tarifications et autres. Et dans le cadre de notre travail d'information à l'innovation et aux formations des entrepreneurs, mais de façon élargie, on a une partie de notre plateforme qui est dédiée qui a d'ailleurs été financée par la province Sud dans le cadre du budget participatif, la création de programmes en ligne sur justement comment sont travaillés ces prix, comment ces incoterms fonctionnent, comment derrière ça impacte en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un vrai travail d'information. Quand on parle d'innovation, c'est vraiment la culture et l'information sur cette pratique-là. Et avec plaisir de travailler avec UFC Que Choisir ou la CCIO avec l'ensemble des interlocuteurs pour faire ce travail d'information parce que, en effet, aujourd'hui... Vous seriez un messager, mais ce sera qui d'expliquer? Chacun, vous devriez expliquer, par exemple, la CAFAT, expliquer la retraite. L'autorité de la concurrence a fait une publication sur la formation des prix en Nouvelle-Calédonie, tout y est. Oui, très bien. Comment l'autorité de la concurrence, c'est le problème. Le rapport, qui sait que l'autorité de la concurrence a édité son rapport 2023? Vous, moi, mais voilà. Qui sait combien en 2022-2023 il y a eu de recommandations faites au gouvernement, combien ont été appliquées, combien n'ont pas été personne. Voilà, il y a que les initiés qui savent. Voilà, il y a eu aussi une grande étude. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce manque de recherche d'informations de la part du. On aime bien avoir les informations un peu directement. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça aussi en Calédonie? On le dit souvent dans notre émission qu'on a été longtemps un peu pour gâter entre guillemets. Est-ce qu'on n'est pas encore justement dans cette mentalité-là et qui fait que l'information on la veut toute mâchée directement quoi? Plus maintenant, je pense. Oui, plus maintenant. Bon, pourri gâté, on va un peu loin quand même. Hein. On a été très gâtés. Pourri, je sais pas. Hein, on a été très gâtés. Bon, après, pour revenir sur le sujet des prix, je pense qu'il faut être clair aujourd'hui. Hein. Bon, sans parler de la structure des prix et de la transparence qu'il faut qu'il y ait, je pense pas que sur les mois qui arrivent, on s'oriente vers une stabilité des prix. Diminution, j'en parle même pas. On va donner des paramètres très simples. Mois d'octobre, il y a 10% d'augmentation sur le coût de l'électricité. Renouvellement des polices d'assurance, on le sait, toutes les polices d'assurance vont augmenter de façon très importante. Je veux dire, on le voit aujourd'hui, on est sur du 30 à 40%. Donc ces paramètres-là, malheureusement, vont inévitablement avoir un effet aussi négatif sur les prix. Et aujourd'hui, les entreprises n'ont plus cette marge de manœuvre, si tant est qu'elles l'avaient avant, de pouvoir dire je vais faire un peu de volume. Aujourd'hui, il n'y a plus de volume. La consommation chute, le prix du panier moyen chute, donc ça va être très compliqué au niveau des prix. Oui. Oui, pardon, on a plaisanté 5 secondes sur les assureurs tout à l'heure, mais en fait, il y a deux acteurs qui vont réinjecter de l'argent massivement en Nouvelle-Calédonie. Il y a l'État et, on l'espère, les assureurs. Aujourd'hui, sur le secteur privé, on estime à 1 milliard d'euros, 120 milliards de francs pacifiques, les sommes dues par les assurances au titre des dommages aux entreprises. Donc, juste à cause de la crise. Juste à cause des exactions. Ça, c'est pour le secteur privé. On sait qu'il y a eu des gros dommages sur le secteur public, infrastructures sportives, mairies, commissariats, agences de l'OPT. Alors, agences de l'OPT, je pense qu'ils sont assurés, mais les autres sont auto-assurés. Et donc, là aussi, c'est de l'argent qui doit arriver à un moment donné. Plus vite il arrivera et plus on s'épargnera une crise sévère.
Et aujourd'hui, on a une vraie difficulté pour différentes raisons avec les assureurs, puisque à l'instant où on se parle, 5 mois après le début des exactions, on est à peu près 10% des sommes qui ont aujourd'hui été données. Alors j'ai appris que mon voisin est un ancien assureur, donc il va tout nous expliquer, mais aujourd'hui, clairement, l'État nous dit... Les dommages aux entreprises, c'est d'abord et avant tout les assureurs qui doivent payer, et nous, on verra si on vient en complément. Et là, pour plein de bonnes raisons et quelques mauvaises, ça va trop lentement. L'État a fait des recommandations depuis le début de la crise en demandant aux assureurs de faire des efforts. Est-ce que c'est pas le côté inédit de la situation aussi pour les assureurs, parce qu'on leur tape dessus, mais est-ce que c'est pas aussi inédit pour eux, une situation comme celle-ci? Il y a des règles prudentielles qui sont très compliquées chez les assureurs, c'est sûr. Après, il faut interroger les assureurs, mais c'est difficile d'avoir des réponses. J'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui rouspètent après les assureurs. Il y en a même qui le disent ouvertement sur les médias. On parlait des augmentations de cotisations. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Oui, pourquoi ma cotisation, elle augmente? Il faut savoir déjà que la plupart des contrats d'assurance, ils sont mutualisés. Mais c'est toujours cette même chose, alors c'est expliciter, comprendre pourquoi. Pour refaire le lien, par exemple, avec l'association Pearson, il faut comprendre que, par exemple, aujourd'hui, les assureurs en Nouvelle-Calédonie n'assurent plus de nouveaux projets. Oui. On sait que dans l'électricité verte, on a 250 projets dans le pipe. Aujourd'hui, ces 250 projets ne sont pas financés, ne sont pas assurés. S'ils ne sont pas assurés, ils ne sont pas financés. Donc on a une vraie grosse difficulté avec l'assurance parce que les réassureurs mondiaux, aujourd'hui, regardent la Calédonie et disent on ne va pas assurer un risque certain. On sait que donc on n'assure plus. Donc la confiance, c'est aussi, la confiance, ça marche pour tout le monde en fait. Et aujourd'hui, cette question, par exemple, de l'énergie, dans l'énergie verte, c'est quasiment un peu plus de 1000 mégawatts d'énergie verte qui sont en projet de développement. Et c'est quoi, ça en pose Aujourd'hui, on n'a pas les réponses des opérateurs énergétiques, mais ça va être une vraie question sur la partie énergétique du territoire. C'est l'un des sujets sur lesquels, pour le coup, qui motive notre déplacement en Tasmanie sur ces questions de l'énergie de façon générale. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique et on en a besoin de cette énergie pour demain, que ce soit la mine ou le reste du territoire. Et pour revenir à nos consommateurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous regardent, tout un chacun, quelle est notre marge de manœuvre un petit peu pour pouvoir, ou comment peut-être mieux se préparer à cette crise? Alors, je ne sais pas quels sont les deux pans, mais comment mieux se préparer ou comment mieux la gérer un petit peu au quotidien, quelles sont les attitudes à avoir? Tout le monde lève les yeux au ciel. Oui, c'est un peu difficile. Vous savez, moi, je fais une réflexion très simple. Pendant la guerre, les Français, ils ont redécouvert un légume qui s'appelait le topinambour, qui n'est pas vraiment très bon, mais pour les vieux, c'était quelque chose. On mangeait des topinambours, on mangeait plus de carottes ni de pommes de terre. Il va falloir peut-être aussi revenir sur des aliments de base que l'on produit ici, mais qui sont peut-être aussi importés, et non plus... consommer local? Peut-être déjà, mais quand on entend l'autonomie alimentaire, ça me fait un peu rire aussi, parce qu'on n'est pas capable d'avoir une autonomie alimentaire, à part sur des secteurs très précis. C'est vrai qu'en tribu, tout ça, ils peuvent avoir une autonomie alimentaire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de variété de produits. On mange toujours les mêmes. C'est pas spécialement bon non plus pour la santé. Voilà, on s'est habitué aussi. Après, il y a des éléments de modèle en termes de consommation. Aujourd'hui, je tape sur aucune filière, aucune entreprise, mais aujourd'hui, on paye, par exemple, une crevette en Calédonie un certain prix, qui est de plus petit calibre, en métropole, qui est de plus gros calibre, à des tarifs encore moins chers. Il y a des modèles d'organisation et des modèles de comment s'organise la société sur nos exports et sur les besoins locaux. Modèle à réfléchir. À repenser. Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Courte? Oui, j'aimerais juste revenir, vous avez cité le mot de la confiance. J'aimerais dire juste un petit mot sur la confiance. Oui, la confiance est la clé de tout. Sans rétablissement de la confiance, nous n'y arriverons pas. Alors, pour rétablir la confiance, c'est pas très compliqué. Un retour à la sécurité, partout. Ensuite, pour redonner confiance aux investisseurs, il leur faut la visibilité. La visibilité, c'est un accord politique et une visibilité sur le long terme sur la continuité de la vie en Calédonie. Et ça fait trop longtemps que ça traîne. À un moment, il faut y arriver. Les politiques ont eu je ne sais combien d'années pour nous sortir quelque chose. On n'y est toujours pas. Et aujourd'hui, les discussions n'ont pas commencé. Ça fait 5 mois qu'il y a eu les exactions. C'est pas normal.
C'est pas normal. On dit toujours, il y a le temps économique et le temps politique. On va finir par en mourir. Donc oui, la confiance, il faut absolument la rétablir. Sans ça, la Calédonie ne s'en sortira pas. Merci en tout cas à tous les quatre. On arrive bientôt au terme de cette émission. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose Monsieur Taux, tout le monde on a fait le tour. On pourrait vous faire un séminaire de 2 jours sur la question, mais on a pitié. Je n'ai que 42 minutes à vous accorder. On a pitié de vos auditeurs. Non, mais c'est vrai que souvent la question que l'on se pose, c'est comment on peut agir soi, parce que, merci Monsieur Court. Là, on se demande souvent comment on peut agir soi à son échelle. Alors on est tous très différents. On a ceux qui ont malheureusement perdu leur emploi. On a ceux qui l'ont conservé, mais qui justement se retrouvent dans la situation de doute ou en tout cas d'anxiété. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aux gens que consommer local et consommer, que ce soit du service local, que ce soit des produits locaux, est-ce qu'on peut leur dire que c'est une bonne chose ou en tout cas que c'est un premier pas, entre guillemets? En tout cas, il faudra passer par là, dans un premier temps. Oui, tout à fait. Voilà. Et dans les premiers mois là, qui vont arriver, il va y avoir, quand on parlait de baisse de niveau de vie et ainsi de suite, il va y avoir une vraie question également sur le secteur associatif de façon plus générale, qui est une extension de services publics sur les questions des services qui sont vraiment prioritaires, la santé, le handicap, l'inclusion, le social, même l'environnement, on a une urgence climatique. Aujourd'hui, c'est un secteur qui, dans le cadre des discussions, on parle beaucoup du public et des entreprises. J'espère que ce sera un secteur qui ne sera pas oublié, parce que c'est vraiment une extension des services publics et aujourd'hui, la solidarité à l'échelle du territoire, elle a montré ce qu'elle était capable de faire et on espère qu'elle sera encore soutenue. Notre économie repose sur des flux constants d'entrée et de sortie d'argent. Nous ne pourrions prétendre au niveau de vie que nous avons actuellement sans penser à grande échelle et donc aux côtés des grandes entreprises. En tant que consommateurs, nous pouvons être acteurs en dépensant par exemple principalement pour des services et produits locaux. On le disait, voyons ça comme un investissement pour le pays, pour l'avenir. Si vous êtes chef d'entreprise, que votre situation vous inquiète, que le moral est en berne et que vous avez des idées noires, même ne serait-ce qu'un peu grises, ne restez pas seul et contactez APSANC au 78 41 48. Votre entreprise ne mérite pas que vous laissiez la vie et pour tous les autres, il y a 05 30 30, c'est SOS Écoute. Merci messieurs. Merci. NC la première. Ligne directe, 11h midi, Géru Chaouaya.